C'est parti, bonjour, bonjour tout le monde. Ça, en fait, ça fait 30 secondes que je parle, j'avais pas cliqué sur le bouton démarrer. Donc, coucou. Coucou, coucou. Et donc, c'est parti. J'ai oublié de baisser le son par contre. Je pensais que j'étais. Ça y est, j'allais faire un sans faute. Non, j'ai toujours un démarrage un petit peu difficile. Salut, salut. Je vais répondre comme d'habitude aux questions que Shelly a collectées, préparées, nettoyées, regroupées, reformulées, réécrites pour qu'on puisse avoir la réponse, enfin les réponses que je peux vous apporter à toutes ces questions-là. J'espère que je suis en direct. Coucou, il y a quelqu'un? Oui, voilà, ça démarre. Ok, j'ai changé aussi l'angle de vue. Alors pour la tête soit déformée dans l'autre sens, d'habitude elle est déformée par le bas, là elle est déformée vers le haut. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas l'essentiel. Mais c'est toujours la limite de travailler avec un mobile et de ne pas pouvoir travailler avec une webcam nickel chrome sur un PC. Tant pis, ça y est, je vois du monde. Ok, c'est parti. Allez, première question. Question de Aude. Peut-on mélanger de la résine et des peintures PBO, céramique, style Moon ou autre? Oui, bien sûr, c'est même propice. C'est pas fait pour ça. Vous savez que la résine, on la détourne quand on fait ce genre d'usage. Mais ça rend super bien. La résine, elle va créer un univers très très souple, très fluide, dans lequel justement toutes ces peintures vont pouvoir réagir, interagir. Alors vous savez que ces peintures-là, principalement Moon et Prisme, ces peintures dites réactives ou auto-réactives, elles agissent dans le temps. Hein. D'abord, elles se transforment dans le temps et puis elles fusent, elles se diluent dans le temps, assez lentement. Donc, pense bien à autre quand tu utilises des résines, que ce que tu fais à un moment donné, eh ben, dans le temps, en attendant quelques heures derrière, va se transformer. Voilà ce qu'il faut retenir. Et sinon, donc encore une fois, la résine, c'est vraiment bien prévu pour ça. Le céramique, c'est pareil. On détourne l'usage de la peinture céramique, qui est une peinture mate, très très brillante, laquée, magnifique. On détourne son usage, mais elle se marie super bien avec un univers transparent comme celui de la résine. Et puis l'autre, c'est, n'oublie pas, vitrail. Aude, les peintures vitrail, c'est un peu le même principe que les peintures céramiques, sauf qu'elles sont très transparentes. Et en plus, avec un médium éclaircissant, on peut faire des trucs formidables. Et tout ça dans la résine. Là, on détourne encore une fois tous les usages classiques de ces produits, mais c'est superbe. Ça rend très très bien. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le festival des tutos, où je reprends chacune de ces peintures une par une pour faire des réalisations, pour vous montrer que, indépendamment les unes des autres, on peut les exploiter pour faire des trucs sympas. Voilà, voilà. Anthony, bonjour Anthony, bonjour. Moi j'aimerais colorer des parties de photos argentiques noir et blanc. Que puis-je utiliser? Alors moi mon premier réflexe, si tu me dis ça, j'aurais tendance à dire fais des copies. N'utilise pas les photos d'origine parce que c'est fini, quoi, c'est mort après. Tu peux plus revenir en arrière. Les photos argentiques, en plus, c'est pas des impressions, hein, donc moi je numériserais, je ferais des copies, sauf si tu veux vraiment travailler sur l'original pour être sûr de pas te tromper et d'avoir un truc qui est réversible sur une photo qui a peut-être de la valeur, au minimum sentimentale peut-être pour toi, ou même la valeur tout court. Bon bref, donc à part ça, colorer les parties, à quoi je pense, tu peux faire plein de choses. Tu peux travailler avec des acryliques, il faut travailler un peu dans l'économie de l'humidité, parce que les photos, elles vont réagir assez mal, même si elles sont collées ou marouflées, ça c'est sûr. Donc des acryliques épaisses, tu peux travailler des glacis transparents à l'acrylique, ne dilue pas trop. Les encres, ça peut rendre très très bien, mais la photo, elle prend cher à chaque fois, donc c'est pas simple du tout. On peut faire des jus super sympas, tu peux faire plein de choses, dans les techniques mixtes, tu peux tout te permettre. Je ne ferai pas d'huile par contre. Euh, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'étais en train de dire en regardant tous les trucs qui apparaissent? Voilà, donc fais une copie. Moi, je ferai une copie sur la photo. Et puis, les crayons en couleur, ça marche aussi super bien. Ça apporte un élément très graphique. Tu peux travailler avec tout ça. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu. Bon, coucou tout le monde, salut, salut. Dart Afid dit bonjour, est-ce que on peut utiliser un retardateur avec le médium à peindre acrylique pour une couche de fond? Alors j'ai envie de dire, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est un petit peu compliqué. Quand tu fais ta couche de fond, en règle générale, quand tu fais ton fond, tu as plutôt envie qu'il sèche vite pour pouvoir te mettre à peindre. Et là, tu dois mettre du retardateur. Le retardateur qui te permet de prolonger, on est à l'acrylique, hein, qui sèche plutôt vite. Et donc en mettant un retardateur, il y a des médiums spéciaux qui vont prolonger, reculer le temps de séchage de la peinture et vous permettre de travailler dans le frais plus longtemps. Bon, ça dépend du fond que tu fais, mais si tu fais un fond super élaboré, je comprends bien. Sinon, si tu fais un fond avec des aplats ou un peu de mélange de couleurs, on a plutôt envie que ça sèche vite. Donc moi, je mettrais plutôt des accélérateurs. Dans tous les cas, techniquement, chimiquement, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser un retardateur avec du médium à peindre, sachant que le retardateur, c'est déjà un médium à peindre. Donc en fait, il faut plutôt opter en tête que
L'acrylique, tu vas lui mettre un médium pour modifier ses propriétés, en particulier pour le fluidifier un petit peu et retarder un petit peu le séchage. Et il y a en plus des médiums spéciaux, retardateurs, qui sont encore plus retardateurs que les autres. Voilà. Et donc tu peux bien sûr faire tout ça. Pour une couche de fond, pourquoi pas, dans tous les cas, avant de passer aux couches d'après, supérieures. Salut tout le monde. Qu'est-ce que je disais? À chaque fois je parle le fil. Avant de passer à la couche supérieure, bah, tu laisses sécher bien sûr. Hein. C'est le grand intérêt de l'acrylique. Et en plus ça sèche rapidement. Voilà, voilà, j'espère que j'ai répondu. Denise dit, peut-on mélanger l'huile Cobra à l'eau et l'huile traditionnelle et diluer le mélange à l'eau? Alors, l'huile Cobra à l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une huile, une vraie peinture à l'huile, mais dans une émulsion à base d'eau. C'est-à-dire que les médiums qui permettent de travailler et de nettoyer les pinceaux, etc., sont à l'eau. Donc c'est canon, d'abord il n'y a pas d'odeur, ensuite il n'y a pas tous nos problèmes de nettoyage à l'essence ou à Spirit. En plus c'est une extra fine qui est très très bonne. Moi, je la connais, on la vend sur beaux-arts.fr et dans le magasin. Elle est très très bonne la Cobra. Le seul truc, alors tu peux la manger, tu peux pas la manger, la mélanger avec de la peinture à l'huile. Par contre, dès que tu mélanges à de la peinture à l'huile ou à un médium à l'huile, tu rebascules dans l'univers de l'huile. Donc c'est compatible, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça, mais le mélange obtenu, il fait partie de l'univers de l'huile, c'est plus une huile à l'eau. Voilà, j'ai répondu, je crois, j'espère, Denise, à ta question. Question d'Evelyne, peut-on mettre du fixatif sur du papier à dessin? Bah oui, c'est-à-dire c'est un peu fait pour ça le fixatif. Le fixatif, il va te permettre, en prenant pas mal de précautions, de fixer un travail fait avec une technique sèche, fusain, crayon, mine de plomb, sanguine, enfin plein de trucs, de le fixer parce qu'en fait le seul moyen qu'a le pigment ou la poussière de s'incruster dans le papier, c'est justement dans les petites infractuosités du papier avec un grain. Mais ça suffit pas. Donc on le fixe légèrement avec un fixatif en bombe qu'on pulvérise à plat à une vingtaine de centimètres, sans insister surtout pas, parce que si tu insistes, ça veut dire que tu vas te mettre à rajouter trop d'humidité, trop de solvant, trop de médium dans le support, et c'est toujours une catastrophe. C'est une catastrophe annoncée. Donc, le fixatif s'utilise avec parcimonie, avec économie, avec vraiment des voiles de fixatif qu'on pose, quitte à en poser plusieurs successifs en laissant sécher 5-10 minutes entre deux, s'évaporer le solvant, pour pas avoir une accumulation de solvant. Et voilà, c'est tout. Voilà comment on utilise. Et donc, oui, on peut utiliser du solvant sur le papier. Question de Sylvie. Sylvie dit, j'aimerais m'acheter un arthographe, j'hésite. Qu'en pensez-vous? Bah alors, je t'ai déjà répondu. L'arthographe, c'est très très bien. Ça s'appelle un épiscope, un traceur, plein de trucs. On en vend beaucoup pendant les fêtes. Parce que c'est un beau cadeau qu'on s'offre. C'est une bonne manière de sauter le pas et d'arrêter d'avoir peur de mal dessiner ou de reproduire avec la technique des carreaux si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie. C'est une technique de reproduction et d'agrandissement où on projette une image en mettant un appareil très très simple sur une image et elle est projetée sur une toile ou sur un mur. Moi j'ai fait des fresques avec, des trucs super. J'ai pas honte, je m'en fous un peu. C'est des techniques de toute façon ancestrales. Les artistes se servaient de plein de moyens différents pour prendre des mesures et pour les reproduire et tout ça. Donc oui, l'outil est bon, il est raisonnable en prix, il est très simple d'utilisation. Après, voilà, il y a toujours deux paquets, les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas. Mais c'est un orthographe, il y a beaucoup d'ateliers qui possèdent cet appareil. Voilà, voilà. Après, j'hésite, tu peux continuer d'hésiter, je sais pas, je peux pas en dire plus. Moi, je trouve que c'est un bon outil. Maggie, comment choisir une couleur pour le fond? Ah oui, on a déjà parlé de ce sujet, Maggie. Tu n'écoutes pas. En ce moment, elle dit, Maggie, j'entreprends d'après photo le portrait de mon petit-fils. Il sort de son bain, entouré d'une serviette couleur framboise, les cheveux très bruns et le visage très clair. J'invente rien. Hein. C'est cool. C'est cool. Je voudrais garder la fraîcheur de ce magnifique poussinet, avec un smiley comme ça. Merci Fred, si vous pouvez me donner une direction. Eh ben non. Non, c'est toi qui dois la trouver ta direction. Moi, je peux te dire que pour choisir une couleur, avant de faire des tests, bah, tu peux poser le portrait de l'enfant, une copie, tu peux, si tu as commencé à le dessiner ou si tu as fait une esquisse, tu photographies, tu numérises, tu imprimes, tu te débrouilles, tu découpes et tu vas poser sur des feuilles de couleurs ou des feuilles d'ambiance où tu vas trouver des couleurs qui t'intéressent et tu poses à côté et tu plisses les yeux, tu t'imagines avoir peint ton fond et tu regardes ce que ça donne. Ça, c'est un truc que tu peux faire très très facilement. Je n'irai jamais te dire qu'avec le loulou et sa serviette framboise, il faut mettre un fond vert pomme, etc. Ça, c'est pas de mon ressort, c'est pas dans mon univers. Et c'est toi qui dois te faire, qui doit vibrer en plus avec la couleur. Tu sais, toutes tes vibrations,
Tu dois toi-même apprécier les couleurs que tu choisis. Mais pour pas te planter, si tu as peur de te tromper, fais des essais avec ce que tu trouves, qu'il y a des couleurs dominantes qui t'intéressent, avec une forme un peu découpée de ton sujet. Tu vas poser comme ça en plissant les yeux pour voir ce que ça donne. Ça marche, je te jure que ça marche. Voilà. Et après, Maggie, elle pose une autre question. Alors, elle dit, j'ai assisté tout à fait par hasard à une expérimentation d'un cours en direct interactif. Est-ce commencer et si oui, où trouver le lien? L'ambiance avait l'air sympa. Ouais, je te promets, c'était sympa. Et j'avoue beaucoup apprécier le partage et la bonne ambiance dans ces bulles. Alors, le coup des bulles, ça me fait penser aux ateliers live qu'on avait fait à propos du Téléthon, avec les fleurs de vie, parce que c'était un outil qui permettait d'être en conférence, en webconférence avec des bulles. Sinon, les ateliers live, j'en ai tourné aussi pas mal. Il y en a une quinzaine qui sont sur YouTube et qui sont sur coursbeaux-arts.fr en accès libre, où il y avait aussi une bonne ambiance, on se marrait bien, et puis on faisait plein de trucs très beaux, très sympas. J'ai d'autres projets qui vont arriver, des expérimentations toujours. Voilà, les projets et les sujets comme ça, on ne peut pas les faire durer pendant des années, donc c'est bien de changer la forme, pas de changer le fond, l'envie de vous partager le plus possible avec vous, mais la forme, elle va changer parce que les techniques évoluent, nos envies évoluent, et puis mes projets évoluent, quoi. Donc, va y avoir d'autres choses, t'inquiète pas, Maggie, on continue. Je vois plein de trucs qui défilent, j'espère que vous ne posez pas beaucoup de questions en direct, posez-les pour la prochaine fois. Diane, bonjour, j'ai un fichu problème, alors ça commence mal. J'ai pour la première fois hier fait un fini en résine sur une toile sans relief. Ah ouais, ok, une toile à plate, peinte à plat, et on fait une résine dessus. Très bien. Première expérience avec la résine, et bah, ça finit mal, bien sûr. Ma toile a plusieurs... Au secours, j'ai fait un truc, je vois plus rien. Ma toile a plusieurs bulles qui ne sont pas disparues après le séchage. Je me suis dit qu'une fois sèche, cela ne paraîtrait plus. Horreur ce matin. Eh ouais, ça m'est arrivé, je vais t'expliquer. Elle est pleine de bulles et la résine a séché. Quoi faire? Sabler ou réenduire de résine. En plus, la toile a comme vallonné. Là, ça c'est l'humidité. J'ai humidifié le dos de la toile pour retendre le canevas. J'espère pouvoir régler ce problème de vallon. Pour ce qui est des bulles, que faire? Au secours. Eh ben non, il n'y a rien à faire, Diane. Il faut que tu mettes... Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas mis assez de résine, en fait. Moi, j'ai déjà eu ce problème de bulles quand j'ai pas été assez généreux. Donc, il faut mettre bien un bon paquet de résine pour être sûr qu'il y ait une couche uniforme et suffisante pour que quand elle se met à bouger, je vous ai dit que la résine c'était super long, hein, c'est un miel très très lent là, qui bouge un peu. Et ben, si tu as été trop économe à un endroit donné, ben, il y a des bulles qui se font. Voilà. Et c'est pas on croit que c'est une réaction chimique avec le dessous. Enfin, dans mon cas, c'était pas ça. Et d'ailleurs, j'ai des clients qui m'ont déjà ramené des œuvres de ce type-là en disant je comprends pas, sur la vidéo ça avait l'air super clair, super facile, et je me suis planté. Il faut être généreux, il faut en mettre pas mal, quoi. Et sinon, tu vas avoir ce problème. Alors, le rattraper, je ne sais plus. Je ne sais plus si tu en rajoutes, ça marche. À mon avis, non. À mon avis, tu sais, moi j'ai tendance à vouloir toujours rattraper les trucs, à les corriger, à les reprendre. C'est moche, mais je vais repartir, je vais rebondir et tout ça. Rarement on arrive à un chef-d'œuvre derrière. Rarement. Il vaut mieux garder l'expérience, garder l'échec, là, et puis ça nous fait progresser. Le mettre de côté, ou alors tu ponces tout, tu repeins tout, tu recommences. Mais essayer de rattraper des trucs comme ça, à mon avis, c'est un peu vain, peine perdue. Alors on ne sable pas, enfin sabler ça veut dire poncer. Moi je ne poncerai pas une résine, hein. Ça va pas marcher. Réenduire de résine, je dis, je crois que j'avais essayé. Moi je laisserai tomber, j'espère que la toile en dessous c'était pas un truc magnifique. Et après tu dis qu'elle a vallonné. Alors vallonné ça veut dire que... Alors comment interpréter ça? À mon avis c'est pas un jugement Diane, mais c'était peut-être pas une toile de super qualité, parce que pour que ce soit un truc qui gondole parce que tu mets de la résine sur une toile, ça veut dire elle devait pas être en lin, elle devait pas être tendue, je pense. Un coton fin, je sais pas. Il faut que tu m'en dises un peu plus. Dans tous les cas, quand une résine a durci, tu peux pas espérer, en retournant la toile et en y mettant pardon, le support, retendre l'ensemble. Pour qu'il y ait une retention, c'est bien d'aller imiter derrière. Pardon, c'est l'émotion. Mais par contre, il faut que de l'autre côté, on ait quand même un peu de souplesse. Hein. Si tu n'as plus de souplesse, si tu as la résine qui a pris comme ça, elle va plutôt se craqueler, exploser, je sais pas, mal réagir, quoi. La tension contraire que tu vas apporter avec l'eau ne suffira pas. Je suis désolé de toutes ces mauvaises nouvelles. Voilà. Ensuite, Christelle dit, peut-on utiliser des pastels à l'huile sur acrylique, puis encore acrylique dessus des pastels à l'huile? Toi non plus, hein, Christelle, t'écoutes pas tout, hein. Je dis toujours, c'est universel. Vous faites tout ce que vous voulez, gras sur maigre, gras sur maigre, gras sur maigre. Donc, tu peux mettre des pastels à l'huile sur de l'acrylique, pas de problème. Et d'ailleurs, moi j'adore faire ça, en particulier avec les senneliers, les pastels à l'huile sennelier. Je vous en parlais, les couleurs sont sublimes, ils sont fondants, ils sont tendres, c'est excellent. Tu peux travailler avec le doigt, c'est superbe. Le problème, enfin le sujet, la particularité des pastels à l'huile, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'ils ne
durcissent pas. Il n'y a pas de cicatif à l'intérieur du tout. C'est pas comme l'huile en bâton, de saisonnier aussi, là, qui durcit, qui est cicative, quoi, comme l'huile classique. Là, les pastels à l'huile ne durcissent pas. Donc, ils restent tout le temps poisseux. Enfin, ça ralentit un peu dans le temps, le côté poisseux, mais ça reste tout le temps poisseux. Donc, aller faire de l'acrylique dessus. Moi, j'ai fait des trucs de sorcier là-dessus. Hein. J'ai mélangé tout ça. Mais moi, je ne peux pas te conseiller officiellement de faire de l'acrylique sur l'huile. C'est pas bien. Il faut pas. Voilà. Mais ce qui est génial, au contraire, c'est de garder le côté très graphique du pastel à l'huile sur de l'acrylique. On peut faire des trucs formidables. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Annick, pour les albums photos genre scrap, au secours. Comment imprimer les photos pour qu'elles durent dans le temps sans se décolorer? Alors, il existe des papiers spéciaux qui sont vraiment pH neutre, sans acide, qui ne vont pas dans le temps attaquer avec leur acidité propre le pigment pour le décolorer. Donc ça existe, c'est entre guillemets facile. On en vend aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, bref, ça se trouve. Il existe aussi des encres pour imprimantes qui sont beaucoup plus résistantes aux UV que les encres classiques, mais ça coûte la peau des fesses. Donc je sais pas s'il faut faire ça. Et en plus, pour le scrap, les scraps, c'est plein de choses, mais c'est aussi des albums qui sont majoritairement fermés. Ils touchent de temps en temps pour voir les décos qui ont été faites et tout ça. Donc pour que la photo, elle jaunisse à l'intérieur, il faut qu'il se passe un sacré moment quand même. Moi, tout ce que j'ai pu faire comme montage, assemblage, impression, dans des posters ou dans des, comment ça s'appelle, des pêle-mêles et tout ça, c'est sûr que quand tu les mets à la lumière, ça dure vraiment pas longtemps. Mais dans un bouquin fermé, ça dure un peu plus longtemps. Alors après, tu peux faire plein de trucs. Les fixatifs sont très peu résistés aux UV. Par contre, tu peux mettre du vernis, mais ça va ressembler à rien sur le scrap. L'intérêt des scraps, des fois, c'est d'être directement en contact avec la chose, les collages, les trucs et les différences de matité. Donc, je vois pas, si tu passes un espèce de durcisseur ou je sais pas quoi, ça va pas être Jojo, je crois. Donc, pas de solution. Alors, tu peux les faire, si tu fais imprimer tes photos par des pros, eux, ils utilisent des encres et des systèmes qui prolongent la durée de vie, bien sûr, de la photo. Mais on n'a pas la liberté qu'on a quand on imprime nous-mêmes. Voilà, on peut pas tout avoir, Christelle. Voilà. Non, c'était pas Christelle, je me suis trompé, c'était Annick. Pardon. Et après, il y a d'autres questions. Ah si, pardon. Excusez-moi, j'ai bientôt fini. Patience, j'ai une petite question, dit Sandrine. J'avais mis en favori un lien que je n'en trouve évidemment plus. Et bien sûr, je ne l'ai pas trouvé sur le site de Beaux-Arts.fr. Ah oui, c'est ça, de Beaux-Arts. Il s'agissait d'une vidéo de Fred qui présentait un très gros livre. Ah oui, je ne l'ai pas là. Apparemment, je ne l'ai plus là. Non, apparemment la Bible d'inspiration pour tout artiste qui se respecte. Pourriez-vous me donner le titre de cet ouvrage? Tu vas sur le site beaux-arts.fr, par hasard, et tu tapes Fine Art. Comme fine, comme fin, art. Voilà, et c'est la traduction de Beaux-Arts d'ailleurs. Tu tapes Fine Art, parce que le bouquin s'appelle Fine Art Collection. C'est un bouquin énorme qui fait, je sais plus, 750 pages, un gros truc, que tu vas trouver tout de suite dans la zone de recherche. Fine Art, comme Beaux-Arts Collection. Voilà. J'espère que tu vas t'en sortir, Sandrine. Sinon, tu nous écris au support, on t'enverra le lien. Technique mixte, Christelle, quels sont toutes les médiums que l'on peut utiliser? Ah oui, alors cette question. Dans quel ordre les mixer? Est-il possible d'utiliser des pastels gras sur de l'acrylique, puis par-dessus autre chose? Encre et acrylique sur Posca. Parfois le Posca s'efface ou bave. Les techniques mixtes, c'est un univers qui est infini, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de règles, très très peu de règles. C'est justement le grand intérêt du truc. Et donc, on fait tous ensemble des tests, on se passe des idées, vous pompez, oui, encore une fois, on se donne des conseils sur des choses qu'on a réussies, des choses qu'on a ratées aussi, c'est super important. Mais il n'y a pas d'encyclopédie des techniques mixtes. Chaque jour, on peut inventer des techniques mixtes. Donc, il est génial ce livre. Donc, on ne peut pas écrire un truc là-dessus. On va pouvoir faire quelque chose sur l'état de l'art à un moment donné de techniques mixtes. Et puis, les fabricants, ils gambergent là-dessus. C'est un truc qui marche bien et qui ouvre des champs d'investigation extraordinaires. Donc, ça bouge tout le temps. Donc, il faut tester. Alors, soit s'inspirer de ce que tu vas trouver comme tuto, comme machin un peu partout, soit tu testes toi-même. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le testes. Il n'y a rien de périlleux. Fais pas des trucs dangereux. Et voilà, à part ça, à part toutes les techniques un peu avec solvant, tu peux te dire faire attention. Mais tout le reste, dès que tu es à base, avec une base acrylique, tu ne cours aucun risque. Sauf de rater, de faire des croûtes, des trucs qui sont pas ce que tu as là-dedans. Mais justement, c'est en mesurant l'écart entre ce que tu avais imaginé et ce que tu as réalisé, que la fois d'après, tu avances un peu.
Voilà. Bon, donc Posca, ça marche, l'acrylique, les pastels gras, ça fonctionne, les encres, on aime tous en ce moment, il y a une fort mouvement sur toutes les peintures liquides, et les dites encres. Et donc pour travailler les encres sur les toiles, parce que si vous utilisez des encres classiques, entre guillemets, elles vont perler. Et en séchant, des fois, on est un peu déçu. On peut avoir des beaux résultats, mais on peut être aussi déçu. Donc il y a des encres acryliques, quasiment tous les fabricants maintenant ont sorti une encre acrylique. C'est pas donné, mais encore une fois, c'est un liant acrylique vachement intéressant, des pigments riches en couleurs, compatibles avec les toiles. Et avec ça, on peut faire des choses magnifiques. Parce que ce que vous réalisez à l'encre acrylique, une fois sec, c'est comme ça que ça reste. Voilà, c'est la différence avec les autres encres. Donc on peut quand même tout mélanger. J'espère que je t'ai donné envie, Christelle, et que je t'ai pas dégoûté de tester. Il faut essayer plein de choses. Après, dernière question. Ah, c'est encore Céline? Non, c'est une autre Céline. Céline qui dit: bonjour, je peins un motif à l'acrylique au milieu de ma toile et laisse sécher 20 cm, et laisse 20 cm autour. C'est la dernière question. Attends, je reprends. Je peins un motif à l'acrylique au milieu de ma toile, ok, et laisse 20 cm autour. D'accord, du vide. Comment protéger la toile qui reste vierge? J'ai taché une toile avec mes doigts sales. Ah oui, bon. Alors, première question, comment protéger? Tu ne dois pas, nous ne devons pas, vous ne devez pas peindre un motif sur une toile que vous venez d'acheter et puis laisser le blanc autour, le gesso autour. Le gesso n'est pas fait pour ça. Si vous avez envie de faire un fond blanc, vous peignez votre toile avec une acrylique blanche avant de faire votre motif. Enfin, je ne suis pas en train de vous engueuler, hein, mais le gesso, il n'est pas fait pour ça. Il a plein d'avantages. C'est une accroche, c'est une sous-couche. Mais il a plein d'inconvénients. En particulier, il ne résiste pas aux UV. Hein. Donc ça risque de jaunir. Et surtout de se salir. C'est-à-dire que la pollution va aller s'accrocher dans le gesso. C'est un machin plutôt mat, c'est plutôt un médium mat. Et donc c'est pas bon. Alors après tu parles de tâches, Céline, même sans tâcher avec tes gros doigts sales, ça va salir tout seul avec la pollution, les UV, les saletés, la poussière et tout ça. Donc le gesso, faut pas le laisser. J'ai déjà vu plein de trucs vraiment bien, des belles œuvres et tout, mais on voit qu'il y a du gesso, on voit encore le grain. Mettez, alors si vous aimez le grain, pourquoi pas, mais protégez votre gesso avec une peinture acrylique fine, pourquoi pas. Mais commencez à mettre en couleur, même si c'est du blanc, à mettre en couleur votre toile sur l'ensemble de la surface. Voilà, première chose. Donc quand tu as fait... donc ça, j'espère que ça répond, parce qu'une fois que tu n'as pas un acrylique, bah, tu protèges comme les autres zones, soit avec un vernis, puis si c'est sale, tu peux à l'éponge aller nettoyer, quoi. C'est de l'acrylique. Justement, pour terminer, Céline dit: j'ai taché une toile avec mes doigts sales de poussière de métal. Alors avec Chélie, on se demandait, c'est quoi de la poussière de métal? Est-ce que c'est de la feuille d'or ou de la feuille d'argent? Parce que j'ai fait un peu de technique mixte et il m'en reste. Ou est-ce que c'est la poussière de métal d'ouvriers métallurgistes? Je ne sais pas. Tu nous diras, Céline. Donc elle dit: j'ai taché une toile avec mes doigts sales de poussière de métal et je n'ose pas utiliser l'éponge pour nettoyer. Parce que si c'est brut, c'est normal. Si c'est brut, ça va tout salir, berk. Si tu as déjà passé une couche d'acrylique, tu peux nettoyer à l'eau sans problème quand c'est frais. Dernière question: dois-je vernir ma toile brute et ensuite peindre dessus? J'ai pas compris. Un vernis, c'est un truc de finition. Donc, faut pas peindre une... Si ta toile est vraiment très très brute, mais je ne sais pas ce que c'est une toile brute, si elle n'est pas enduite de gesso, il faut mettre du gesso. Si elle n'est pas tendue avec de la colle de peau, eh ben, il faut passer un enduit de colle de peau. Si c'est déjà fait et si elle a un aspect fini brut, bah, tu peux peindre directement dessus. Mais il ne faut pas mettre de vernis avant de peindre. Enfin, ça sert absolument à rien. À moins que tu sois inspiré par un truc, par une ambiance vernis. Bon, écoute Céline, on s'arrête là, tu m'en dis plus s'il te plaît. C'était intéressant, hein, ça m'a permis de parler du gesso, qu'on doit absolument recouvrir. Mais j'ai peut-être pas tout compris. Voilà, j'ai fini, je ne sais toujours pas combien de temps ça a pris, j'espère que ça vous a plu, que vous avez suivi mon débit. Moi je vais aller respirer calmement maintenant. Continuez à poser ces questions. Elles se croisent un peu, mais pas toutes, donc il continue à y avoir des questions différentes. Merci. Chélie, ça qui est formidable, après, elle met cette vidéo sur YouTube et puis elle va la mettre dans tous les posts qu'elle crée sur le forum de courbesarts.fr ou allez voir courbesarts.fr, le bouton forum, et là il y a plein de questions qui ont été posées par plein de vous, et puis à chaque fois Chélie a mis la vidéo qui correspondait. Elle fait un super boulot, alors profitez-en. Hein. Voilà, c'est pour vous qu'elle fait ça, c'est pour vous qu'on fait ça. Merci beaucoup. Merci pour tous vos encouragements, tous vos petits mots d'amour. À très bientôt. À très bientôt d'ailleurs pour le festival des tutos qui démarre dans 2 jours. Salut!